quand on arrive à faire la démonstration que le design apporte à la vélocité de l'ensemble du produit, eh ben, ça marche, et on nous écoute et on est invité à la table de discussion et c'est là que c'est gratifiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Arnaud, merci d'être là. Merci d'avoir accepté Merci pour l'invitation. C'est chouette. Après s'être rencontré, effectivement, on va en parler un petit peu à Figma à Londres, Ouais. pour la conf de Figma. Ce que je te propose, Arnaud, dans un premier temps, histoire de planter un peu le décor, c'est de te présenter, de nous expliquer qui tu es. Ouais. Donc Arnaud Schmittla, j'ai commencé chez Orange ma carrière et donc j'étais ergonome à la base et donc j'ai fait des études de psychologie et donc je suis très orienté là-dessus. Enfin, j'ai un cursus assez particulier pour un designer et donc chez Orange j'ai travaillé longtemps sur la télé et donc la télé par les set-top box, donc les décodeurs numériques et puis j'avais une équipe d'une dizaine de designers qui travaillaient sur ce sujet-là. Et donc, on était chargé de délivrer l'expérience pour les smartphones, tablettes et décodeurs. Et donc, il fallait coordonner tout ça pour la France, pour l'Europe. Voilà, j'ai évolué de l'ergonomie vers le design et lead design. Et puis, plus tard, le management design, voilà. J'ai aussi travaillé pas mal sur l'innovation. J'ai eu l'occasion de travailler au Japon. Donc un parcours assez atypique vu que je me destinais à être psychologue et j'ai finalement atterri dans le monde du design parce que je trouvais ça passionnant. J'ai eu l'occasion de travailler au centre d'exploration avec des designers et c'est là que j'ai pris goût un petit peu à la matière, à l'effervescence du métier, le fait qu'on soit au milieu en fait de plusieurs carrefours de compétences entre la technique, le marketing, les contraintes du client. Ça nous donne un espace qui est assez restreint pour la créativité, mais c'est là je trouve qu'il y a du challenge et de l'intérêt. Chouette. Et aujourd'hui, tu es chez Schneider. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait Schneider Electric, même si c'est une grosse boîte que beaucoup de gens connaissent. Également, du coup, la mission du design, ce que vous faites dans les équipes design ou département design à ta hauteur et peut-être plus largement, et peut-être au global dans le numérique. Et d'ailleurs, est-ce que le design est transverse, numérique, pas numérique? Est-ce que c'est que des équipes design numérique? Tu pourras nous expliquer. Ouais. Alors, moi, j'ai été embauché chez Schneider il y a 3 ans. Une opportunité que m'a offerte Émilie Saran, qui est VP Design Digital chez nous, tu as rencontré à Figma. Ouais. Et elle m'a chargé de m'occuper de la partie HMI, donc les IHM embarqués. Donc c'est tous les petits écrans qu'on va avoir sur les produits Schneider, donc à destination principalement des électriciens, mais des électriciens plus haut niveau, hein. C'est pas ceux qui interviennent chez nous sur les disjoncteurs, c'est plutôt l'électricité industrielle, donc ça va être 10 000 volts, voire plus. Et donc, ils ont besoin d'écrans pour paramétrer tous ces produits. Et donc, on est chargé de les réaliser. La meilleure ergonomie possible, de façon à ce que ils soient en totale sécurité, parce qu'il faut savoir qu'ils ont parfois peur d'utiliser nos produits. Ça, c'est un des aspects sur lesquels j'attire souvent l'attention, c'est que c'est pas banal pour une marque de proposer des produits sur lesquels qui sont dangereux à utiliser. Il y a un risque physique. Parfois ils interviennent avec des combinaisons de cosmonautes, avec des gants, avec un tapis, et puis ils ont un collègue derrière avec une perche qui est chargé de les retirer si jamais ils prennent un arc électrique. Donc ça met une dimension au niveau du produit qui est très particulière. Et donc concevoir l'ergonomie de ces produits-là, c'est tout de suite un challenge. Il ne faut pas se planter, évidemment, et il faut apporter un peu d'innovation quand même par rapport à ce qui existait jusqu'à maintenant.
La deuxième dimension de mon métier, c'est d'apporter un changement culturel en fait de l'entreprise qui était vraiment sur le produit jusqu'à maintenant, donc la réalisation de produits physiques, vers du digital. Donc la transformation culturelle est énorme et il faut aider les gens à comprendre la complexité, ou en tout cas les différences qu'il peut y avoir avec la réalisation d'un produit physique. Donc voilà, j'ai une équipe de 8 personnes qui travaillent principalement sur les IHM et puis d'autres sur le software. Donc il y a toute une problématique d'installation des produits et donc on accompagne Schneider dans cette transformation, prendre les bonnes pratiques notamment de l'IoT, domaine dont je viens. Chez Orange aussi, après la télé, j'ai eu cette expérience chez Orange quand même, qui m'a beaucoup appris et que j'utilise énormément là chez Schneider. Tu disais justement, il y a une transformation avec un changement culturel assez fort. Ouais. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce que depuis les 3 ans où tu es chez Schneider, tu vois une évolution? Quelles cases ont été cochées? Quelles cases peut-être il reste à cocher aussi là-dessus? C'est très variable selon les projets. Il y a une énorme volonté politique, j'allais dire. Enfin, le top management nous pousse à fond et nous encourage à porter le digital vraiment au cœur des produits. Après, ça dépend de la maturité aussi des personnes qui ont en charge les projets. Et donc, à moi d'accompagner les designers justement dans, comment dirais-je, la diplomatie, ou en tout cas le faire savoir des bonnes pratiques au sein des projets. Et donc, certains projets, c'est une évidence. Le product owner avec qui on travaille sait comment travailler avec des designers et nous met en place au bon niveau dans l'organisation pour qu'on ait une influence positive sur le produit. Et d'autres, c'est plus compliqué, donc il faut expliquer, prendre du temps, réexpliquer, donner des bonnes pratiques et essayer de les mettre en place pour convaincre de la démarche. Donc voilà, c'est assez inégal, mais sur les projets les plus importants, j'ai envie de dire que ça déroule parce que c'est une évidence pour tout le monde qu'il faut aller dans cette direction-là. Toi, parce qu'on a plein de personnes qui sont passées ici à ta place, qui écoutent cet épisode, qui vivent ces transformations, ces shifts culturels, peut-être de ton expérience, qu'est-ce qui me pousse à ça? Qu'est-ce qui va permettre de l'accélérer? Voilà, quel frein tu peux briser là-dessus? Est-ce que tu as quelques recommandations? Alors, de façon globale, je ne sais pas. Moi, là, ce qui m'intéresse chez Schneider, c'est qu'on a un shift au niveau de l'électricité, la consommation électrique. C'est un apport. L'évolution de marché, tu veux dire? Le marché, le fait que le pétrole coûte cher, l'électricité, les voitures électriques se développent, tous les dispositifs comme un smartphone, les PC, c'est des batteries. Les batteries, c'est du courant continu. Le courant continu, c'est une nouvelle façon peut-être de produire de l'électricité et de la consommer. Consommer de l'énergie. Ouais. Et de plus en plus, les producteurs d'électricité, donc on parle d'EDF en France, mais partout dans le monde, ont du mal à fournir le besoin. On a les data centers qui consomment de plus en plus d'énergie. Et donc, comment on arrive à gérer le grid, comme on l'appelle, donc cette grille de fournisseurs, donc l'énergie qui est fournie par les panneaux photovoltaïques, l'énergie qui est fournie par les éoliennes, ce qui vient du fournisseur d'électricité. Comment on organise tout ça de façon à ce qu'on fasse un maximum d'économies et on puisse vraiment garantir aux clients qu'ils soient toujours approvisionnés de la bonne façon, de la façon la plus économique possible. Ça, c'est ce qui nourrit un petit peu l'innovation chez Schneider. Si on reste sur du produit classique, on n'arrivera pas à apporter le niveau de... comment dire, de satisfaction quoi, par rapport à la demande. Comment on peut produire des algos qui soient suffisamment performants pour garantir un maximum d'économie et d'efficacité dans la fourniture d'électricité. Ça, c'est passionnant. Et le design est au cœur de ça pour moi. Parce que justement, il faut comprendre comment fonctionne cette industrie qui est, pour quelqu'un qui est de psycho, je pense que pour beaucoup d'autres, tous les designers, c'est vraiment assez complexe. C'est hyper technique. Autant que je bossais sur la télé ou sur l'IoT, j'arrivais à me projeter dans l'usage. Là, c'est pratiquement impossible. Donc, tu vois, le niveau d'empathie qui nous est demandé, il est phénoménal. L'empathie, je trouve que c'est crucial dans notre métier. Là, se projeter dans l'usage, c'est beaucoup plus compliqué. Donc,
construire l'expérience qui vient autour de tout ce qu'on nous demande de réaliser, c'est assez compliqué et c'est un beau challenge. Et justement, effectivement, je pense que quand on est utilisateur de la télé, on arrive à se projeter, etc. Comment on arrive dans un métier aussi complexe et technique à se projeter dans l'usage? Est-ce que tu fais des observations terrain? Est-ce que c'est l'échange avec les ingénieurs? Voilà, comment vous arrivez et comment même au sein de tes équipes, tu arrives à diffuser cette culture métier, j'imagine, pour un designer qui est importante pour après challenger et simplifier. Ouais, alors l'accès aux clients et les utilisateurs finaux, quand on a comment dire, comme nos produits sont dangereux à utiliser, aller faire des observations in situ, c'est plus que compliqué. Ah oui, j'imagine. Mais on a des hubs au sein de Schneider qui nous permettent d'avoir une relation avec les clients. Alors, je ne vais pas dire que c'est facile à réaliser, mais on y arrive. Et puis maintenant, on a des outils comme Maze, notamment sur Figma, qui nous permettent de faire des tests à distance et donc d'évaluer la pertinence d'une interface, surtout sur les softwares, sur les IHM. Bon, si, on le fait aussi. Donc c'est surtout comme ça qu'on prend du feedback. Les observations in situ auxquelles j'attachais beaucoup d'importance quand j'étais chez Orange, là je t'avoue qu'on a plus de mal à les faire. Je pense qu'on pourrait y retirer beaucoup de valeur, mais vu la complexité d'aller chez un client pour un usage sur des produits, encore une fois, qui sont dangereux, et donc les gens ont la trouille d'entrer dans les salles dans lesquelles on a nos produits. Il faut le voir comme ça. Et donc aller les voir en plus, il faut être habilité plus au niveau de l'électricité. Donc moi, je ne peux pas le faire. C'est peut-être des caméras embarquées, mais là encore, il y a peut-être des risques d'arc électrique avec la caméra. Bon voilà, sur certains produits, ça reste presque impossible. Sur d'autres, on arrive à faire du test classique comme on a sur Figma et d'autres. Et c'est là qu'on prend du feedback. On met en place également plus classique sur nos applications des trackers pour voir quels sont les usages. Donc ça, c'est des bonnes pratiques qui ne sont pas encore généralisées, mais avec la data, vous pouvez exploiter. On commence à mettre en place ce flux de data continu qui est nécessaire à l'innovation, et on milite pour que ça se fasse à tous les niveaux, dans tous les produits. Une des caractéristiques, moi j'en vois deux grosses, mais du coup, du métier dans lequel tu exerces, et tu l'évoquais, c'est la criticité du produit pour les risques humains, comme tu l'évoquais. Quand on met en place une solution numérique dans les mains comme ça d'ingénieurs dans le domaine électrique, avec les risques que ça comporte, est-ce que tu as vu des différences dans le mode opératoire pour justement dérisquer ou aider et que ça ne génère pas plus de risques pour ces opérateurs, quels qu'ils soient, versus peut-être en comparaison ce que tu faisais chez Orange? On remarque qu'après chez Orange, il y a des métiers à risque aussi. Les différences sont énormes, ne serait-ce que sur le choix des composants qui vont alimenter les produits. Tu vois, il faut qu'on ait un écran qui puisse supporter un arc électrique de plusieurs milliers de volts. Il faut qu'il puisse subir des températures extrêmes. Et donc, non, quand on arrive et qu'on souhaite un écran de tant de pixels par tant de pixels avec une densité d'information telle et des couleurs, etc., on dit bah ouais, mais t'es gentil, ça nécessite, voilà. Et puis ça nécessite un processus de validation qui est tel que c'est tellement coûteux qu'on a un certain nombre d'écrans disponibles sur étagère et on a importer d'autres, c'est trop compliqué. Et donc, on a une gamme d'afficheurs et de touches également qui sont disponibles et qu'on peut réutiliser, mais qui nous limitent un petit peu dans le type d'interaction qu'on peut proposer aux clients. Donc déjà là, au niveau du choix des composants électroniques, ça drive vraiment l'expérience qu'on peut proposer versus un décodeur où tu vois où ça déroule, les capacités sont beaucoup plus évoluées. Et là où on travaille différemment que chez Orange, c'est le rapport avec les experts. On a des experts évidemment chez Orange, mais là, moi, je me nourris énormément de ce qu'ils nous apportent en connaissance client et en besoin client, parce que eux sont en contact beaucoup plus fréquemment avec les clients. Ils connaissent le métier parce que souvent ils sont ingénieurs électriciens, électromécaniciens, et donc ils nous expliquent quelles sont les contraintes réelles de l'utilisateur final, et donc on utilise beaucoup ce qu'ils nous expliquent. Donc moi, j'ai beaucoup de contacts avec les experts des différents domaines. Voilà. Ok, très clair. Une deuxième caractéristique qui est un peu connivente à celle-ci,
je ne sais pas si c'est voulu et tu me diras dans ton parcours, mais c'est que tu as travaillé beaucoup sur des produits qui sont plutôt des produits numériques assez atypiques. Tu évoquais de l'IoT, différents formats, de la télé, notamment chez Orange, et là des produits qui sont quand même des IHM assez spécifiques, comme tu le disais, et qui interviennent sur des domaines quand même très particuliers. Est-ce que c'est faire du design et du design produit numérique, du product design comme n'importe quelle solution, ou est-ce que tu es obligé d'adapter ça? Est-ce que justement aussi dans tes équipes, dans ton recrutement, sourcing, est-ce que c'est n'importe quel designer qui peuvent bosser là-dessus, ou justement tu cherches des compétences, des profils différents, atypiques par rapport à tout ça? Ouais, c'est très juste. C'est très juste. Je pense que là, justement, c'est mon background d'ergonome qui joue. On est sur des interfaces là chez Schneider où il n'y a pas d'OS. Déjà, tu vois, c'est très particulier. Exactement. Donc c'est à toi de donner des règles d'interaction qui permettent de driver l'expérience du client. Et évidemment, il faut que tu essayes d'être cohérent d'un produit à l'autre. Et donc c'est à toi de définir la grammaire qui va permettre d'apporter cette cohérence. Et donc je pense que c'est fondamentalement la principale différence qu'on peut avoir avec les produits qu'on trouve sur le smartphone ou sur les tablettes. Et c'est ce que j'avais sur le décodeur. Le décodeur, l'operating system, c'était à nous de le définir chez Orange. Et donc, voilà, le lien, il est là. Et pour répondre à ta question sur le recrutement, je pense que les personnes... les designers qui viennent sur le sujet, ils doivent s'adapter, évidemment. Ils ont besoin d'avoir une connaissance peut-être un petit peu plus importante sur la partie ergonomie. Et notamment, tu vois, là, ce sur quoi j'insiste beaucoup, c'est les touches. Parce que les touches, elles vont définir l'expérience finale. Et donc, si on a un produit qui reste, enfin, une gamme de produits, pardon, qui est cohérent au niveau des touches, simplement, OK, back, haut, bas, ça va driver fondamentalement ton interaction et tu vas apporter de la cohérence juste avec ça. Et tu utilises aussi des normes ISO qui te permettent d'être dans les normes industrielles. Et ça, c'est un discours auquel les ingénieurs avec lesquels je travaille sont assez sensibles. Quand tu leur parles de normes ISO, voilà, ils savent que tu parles le même langage qu'eux. Et donc tu apportes de l'humain, mais à un niveau industriel. Et voilà. Ok, très clair. Et tout à l'heure, tu évoquais aussi, je rebondis là-dessus, les outils. On parlait de Figma Make notamment. Est-ce que du coup, tu peux travailler sur les mêmes typologies d'outils? Est-ce que tu arrives à exploiter une stack outil design équivalente, ou est-ce que justement tu vas aussi avoir des adaptations? C'est quoi ta vision là-dessus? Déjà, le point peut-être le plus difficile, c'est qu'on ne peut pas avoir un design system à proprement parler. On en a un il y a Quartz qui est chez nous et Catherine Solarski met en place des choses fondamentales pour du design industriel dans une aussi grosse boîte que Schneider. Mais moi, sur les GHM, j'ai des variations au niveau des écrans qui sont telles qu'avoir un design system, c'est pratiquement impossible. On me demande de faire de la magie souvent. Je travaille sur des étiquettes de supermarchés où tu vois des écrans format calculatrice avec digital. Donc, tu as 2 lignes et tu dois essayer de rendre une expérience intéressante à des formats d'écran qui vont jusqu'à la tablette. Et donc, la variété au niveau des écrans est telle que construire un design system avec ça, c'est quasiment impossible. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des guidelines qui vont donner une direction à l'expérience, mais pour lesquels on ne peut pas être trop... comment dire indicatif, quoi. Merci, c'est ça, c'est exactement le terme que je cherchais. Ok, et tu penses que demain, tu pourras orienter sur ces différents formats et peut-être définir des formats et te dire, sans parler de design system, mais peut-être bibliothèque de composants pour ce format-là et les règles de gestion et d'ergonomie dont tu parles. Alors là, documenter, est-ce qu'il y a une espèce de repository entre guillemets, ou de bibliothèque globale de tout ça, ou aujourd'hui c'est pas le cas encore? Alors, on a mis en place les guidelines déjà pour expliciter en fait ce qu'on souhaitait faire et vraiment donner les bases de c'est quoi la bonne ergonomie, c'est quoi le bon design pour les IHM embarqués. Et puis là, on commence à avoir un certain nombre de projets qui fait qu'on commence à pouvoir capitaliser sur ce qui a déjà été réalisé. Et donc, on a des écrans couleurs, on a des écrans noir et blanc, de différents formats, mais on commence à avoir des règles d'interaction qui commencent à être similaires.
Je prends tout le temps l'exemple du Nokia 3310. Ceux qui ont connu, voilà. Le cadre 30. Voilà, 1990, écran noir et blanc, 4 touches, menu, back, flèche haut, flèche bas, et l'interaction était super bien foutue. Et donc le parallèle avec ce qu'on a sur les GHM, il est linéaire pour moi. Donc j'invite mes jeunes collaborateurs à se plonger sur ce monument d'interaction qui a vraiment été cartonné au niveau mondial parce que c'était super bien foutu et que tout le monde arrivait à utiliser. À l'époque, moi je travaillais à la FNAC, j'étais vendeur pour la FNAC, et chaque fois que quelqu'un venait et me cherchait un téléphone facile à utiliser, notamment les personnes seniors, je leur disais prenez ça. Et donc pour les IHM embarqués, je trouve que c'est super intéressant de reprendre ce même mode d'interaction OK back et flèche haut, flèche bas. On arrive à réaliser la plupart des interactions très facilement. Très clair, très clair. Les designers, c'est un métier qui est quand même très transverse et qui collabore notamment dans le domaine du numérique avec des équipes de développement, avec, je ne sais pas s'il y avait des profils product manager ou chef de projet chez vous, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu tout ça. Est-ce que sur ce type de produit, on est sur un mode de fonctionnement classique, et si oui, comment ça fonctionne chez vous, ou est-ce qu'il y a des adaptations aussi liées justement à ces produits assez spécifiques sur des métiers assez complexes à appréhender? Encore une fois, on n'a pas d'OS. Donc ça veut dire que les donc développeurs... Les développeurs, c'est particulier. Ah ouais. Ils sont full stack, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Les équipes sont beaucoup plus réduites parce que quand on développe une petite THM, il y a de la complexité technique du fait du manque d'OS, l'électronique qui est derrière, elle n'est pas conçue, si tu veux, pour qu'on puisse facilement délivrer une IHM. Enfin, c'est pas aussi bien codé que sur un OS. Voilà. Oui, forcément. Donc il y a parfois... Premier projet, les barres de scroll, c'était difficilement réalisable, par exemple. Donc, tu vois, là, tout de suite, ça te donne le ton sur comment tu vas pouvoir délivrer l'expérience. Oui, comme dirait un développeur, c'est du langage objet, quoi. Rien que sur l'objet, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, les designers doivent vraiment collaborer de façon étroite, comme sur tout process agile, mais avec une équipe très réduite, des équipes qui sont parfois à distance. L'organisation, la mise en place d'un backlog sur ce genre de produit, parfois ne va pas de soi. Et donc, c'est à nous, parfois, d'organiser un petit peu la production et les priorisations au niveau des features qu'on a apportées. Mais généralement, après un ou deux sprints de dev, le producteur comprend l'intérêt de la démarche et nous encourage. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'après, il nous laisse la main sur la prod et il s'assure que ça déroule et que voilà. Moi, encore une fois, c'est le fait qu'il n'y ait pas ces operating systems qui nous contraignent vraiment dans l'interaction. Et après, la production reste la même. Il faut décliner l'ensemble des features en un temps donné, organiser autour de sprints. Il faut s'assurer que les itérations avec les développeurs et le product owner soient suffisamment fréquentes pour être sûr qu'on aille dans la bonne direction. Ok, et justement, le mode produit et l'agilité, ça fonctionne bien de ton expérience sur ce type de produit où on démarre un peu plus de zéro dans le développement, où c'est des développements plus simplifiés parce que voilà, il y a du langage objet de base, il faut tout reconstruire, tout créer. Parce que comme tu dis, pas d'OS, pas de bibliothèque, rien du tout. C'est quoi ton regard là-dessus? Mon équipe qui bosse sur un software qui n'est pas une IHM pour le coup, là ça déroule. On a mis en place une démarche, on a réussi à convaincre le product owner qui comprend la démarche design et qui nous invite à participer au backlog, et notamment le fait de pouvoir mettre des stories dédiées à l'expérience client, tu vois, qui soient ni liées à la technique ni liées aux besoins marketing, mais vraiment liées aux besoins de l'expérience finale. Ça nous aide énormément, et donc là ça déroule. Sur les IHM, c'est plus inégal. J'ai 2 super produits sur lesquels on travaille et avec des product owners avec qui ça se passe très, très bien, et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué parce que l'intégration du design pour eux peut paraître secondaire et qu'ils ont d'autres objectifs, d'autres impératifs au niveau de la roadmap et du temps pour arriver sur le marché. Et là on est plus vu comme des exécuteurs.
Et donc on va faire du coloriage, comme je l'ai dit, tu vois, on met des jolis boutons verts là où on nous demande et c'est tout ce qu'on fait. Donc voilà, c'est assez inégal. Mais généralement, quand on arrive à faire la démonstration que le design apporte à la vélocité de l'ensemble du produit, eh ben, ça marche, et on nous écoute et on est invité à la table des discussions et c'est là que c'est gratifiant. Ok, chouette, ouais, très clair. Bah, ça, c'est vrai que ça peut être variant, j'imagine, dans une telle organisation d'un domaine à un autre. Petite question que j'ai pour toi, il y a beaucoup d'industriels qui mixent design industriel et design numérique. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou pas? Est-ce que vous échangez des bonnes pratiques là-dessus? Est-ce qu'il y a des équipes mixtes là-dessus? Moi je suis au cœur de ça. Je travaille avec Guillaume Renner, le VP design industriel. On est dans les mêmes locaux à Grenoble. Et je travaille régulièrement avec les mêmes personnes que lui, enfin son équipe sur des projets. Et donc que ce soit sur des sujets d'innovation ou que ce soit sur des sujets de delivery, on est en interaction constante avec le design industriel. Et tu vois, je te parlais des touches tout à l'heure. Le fait qu'on ait 4 touches, ça paraît basique, mais si on n'est pas accompagné dans cette démarche avec les designers industriels qui réalisent le produit, on a du mal à convaincre de l'intérêt. Et eux, comme ils portent le même discours avec la même grammaire, le même style, on a une cohérence entre le design produit et le design digital. On commence à l'amener en tout cas, parce que c'est une longue démarche. Et c'est ça aussi que je trouve super intéressant, c'est le lien avec le produit. Et du coup, ils sont presque plus un accélérateur pour vous parce qu'ils créent de la cohérence et que le design industriel étant plus mature et peut-être plus ancestral dans la boîte, bah forcément. T'as tout compris. Okay. Ouais. Et comme ils interviennent en amont des produits, souvent on leur demande d'aller prototyper des choses pour montrer ce que ça pourrait être dans 2-3 ans. Voilà. Nous, l'IHM, on arrive un peu après, même si on commence à remonter un petit peu dans la chaîne d'innovation. Le fait qu'ils mettent en place des règles de bonne pratique, bah, ça nous aide derrière pour nous délivrer la bonne expérience. Et donc la collaboration est vraiment cruciale entre designer produit et design digital. Enfin, c'est une évidence, mais encore plus sur des produits industriels comme sur l'électricité, quoi, avec Schneider. Ok, top. Et à l'inverse, est-ce que les équipes de design numérique au global, ou celles dont tu fais partie, arrivent à apporter les bonnes pratiques ou une autre manière de voir les choses, ou d'enrichir le design industriel qui est peut-être effectivement un peu plus historique? Ouais, je pense. Là, on a récemment travaillé sur un sujet d'innovation avec un collaborateur, Ishen, et on a mis en place un workshop de 5 jours, et donc ça lui a permis de comprendre toute la démarche qu'on essaie de mettre en place, vraiment dans le détail. Tu vois, la réalisation d'un UI kit, le fait de proposer des expériences sur des sujets clés qui alimentent, qui sont vraiment des enjeux stratégiques pour le business, dans le cadre d'un projet que j'appelle Concept Car. Donc on fait rêver un petit peu les instances dirigeantes avec le futur des produits Schneider. Et donc on l'incarne au travers d'expériences digitales. Et donc le lien avec le produit est nécessaire pour incarner ces expériences. Et donc lui va se nourrir de nos besoins pour orienter la conception de son produit. Si je caricature, demain... Il s'embarque complètement, quoi. Le numérique est une composante du produit industriel en tant que tel, quoi. La data doit affluer. Oui. Comment on fait affluer cette donnée? Qu'est-ce qu'on propose au niveau du produit, donc au niveau de la conception, design du produit, pour que cette donnée puisse affluer au niveau digital? Qu'est-ce qu'on imagine? Un port USB-C, un QR code, je caricature volontairement, mais tu vois l'idée. Ça, c'est vraiment bien. Si on n'a pas cette collaboration étroite avec le design industriel, je pense qu'on rate fondamentalement quelque chose. Et ça passe par le produit, la réalisation même du produit, mais ça passe aussi par l'influence que les designers industriels vont avoir dans les processus d'innovation. S'ils ne pavent pas la route pour le design digital, parce qu'encore une fois, ils arrivent souvent en avance de phase, contrairement à nous, c'est beaucoup plus difficile pour nous de rattraper derrière. Comment on met en place la bonne infra, le bon backbone technologique qui vient derrière, façon à ce qu'on ne mette pas 1 heure à télécharger des données. Comment on va garantir que le client se connecte au produit en moins de 3 secondes. Enfin,
tout ça, c'est parce que eux ont fait un travail d'influence avec le product owner. Ils vont peut-être militer pour que le produit ait un coût de production légèrement supérieur pour nous apporter des composants qui sont nécessaires pour avoir la bonne expérience. Non, mais c'est hyper riche. Et du coup, parce qu'il y a beaucoup de travail, et je le comprends, parce que c'est complexe, et encore une fois, il y a des gestes métiers hyper structurants. Il y a beaucoup de travail sous contrainte, et tu parlais même d'innovation et de projection. Sur l'entre-deux, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire du design un axe de différenciation pour les clients, face à d'éventuels concurrents? Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est une ambition? Est-ce que c'est une réalité? De mon côté, ça fait que 3 ans, je dirais. Parce que comprendre des Schneider au bout de 3 ans, c'est quand même pas évident. Je pense que j'en ai encore pour quelques années dans un domaine qui est si particulier. On a un produit qui a été lancé et les retours au niveau de l'expérience ont été très bons. Et donc, moi, j'ai même le product owner qui m'a dit qu'il avait eu un retour. Un des clients lui a dit que ça ressemblait à l'expérience de la télé. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Je sais Marquant pas pour toi, du coup. Ouais, parce que il savait mon background, mais je vois pas comment il a fait le parallèle. En tout cas, ce produit est lancé, les retours quant à l'expérience sont plutôt très bons, et donc on commence à marquer des points. Mais c'est parce que, j'espère qu'en tout cas, à force de délivrer une expérience qui est soulignée comme meilleure, avec une meilleure ergonomie, que les clients nous feront des retours positifs, qu'on arrivera à cranter encore un niveau supérieur au niveau des IHM pour le groupe. Là, pour le moment, je pense que c'est mes collègues qui arrivent plus à faire la différence. Parce qu'ils sont sur des sujets plus stratégiques. Il y a Wiser qui est la maison connectée. Il y a d'autres sujets qui sont plus en visibilité et qui arrivent à délivrer beaucoup plus rapidement parce que ce sont des produits sur étagère et donc ils ont un cycle de développement qui est beaucoup plus rapide. Là où il y a une différence peut-être aussi avec moi, c'est que les IHM, une fois qu'elles sont installées, faire des updates et des upgrades, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, comme tu dis, il n'y a toujours pas de socle, pas d'OS, donc... Ouais, et puis une fois que c'est installé, fondamentalement, on ne va pas aller tous les jours dans une salle électrique là où tu risques ta vie pour aller faire un update du produit. C'est peut-être là aussi, tu vois, une autre différence par rapport à ce que je faisais avant. Quand on lance quelque chose, il faut que ce soit plutôt bien finalisé, parce qu'on n'aura pas le temps de rattraper... les limites de l'agilité sont peut-être là sur les IHM embarqués. C'est que le cycle de développement est beaucoup plus court. On lance le produit, on commence à le vendre. On ne peut pas aller chez le client pour faire un update. Enfin, en tout cas, plus difficilement que sur un produit comme un décoder. Parfait. Tu me disais en off, je me permets, j'utilise, que vous aviez une organisation assez importante, derrière sur du design, a priori de ce que j'ai compris, qui est en croissance. Donc, c'est super chouette. Comment vous arrivez à créer une communauté design, à échanger sur vos bonnes pratiques? Est-ce que vous en êtes à faire un peu de design ops, de vous dire voilà, on fait du design à la Schneider et tout le monde arrive à se calibrer là-dessus? Voilà, est-ce qu'il y a comme une communauté, je sais pas, qui existe et que vous arrivez à animer ou... Ouais, Émilie, ma boss, a mis ça en place. On a Marion qui est design ops pour nous, qui nous aide à organiser l'équipe, les bonnes pratiques. On a des cérémonies, donc régulièrement on se réunit donc sur Teams parce qu'on est aux quatre coins du monde, hein. On travaille avec les États-Unis, j'ai des équipes en Inde, on collabore avec la Chine, donc c'est compliqué de créer de la cohésion avec une équipe aussi éclatée, mais on y arrive. On a des outils, on arrive à échanger et on diffuse au maximum les bonnes pratiques. Mais là, je t'invite à plus en parler avec Émilie, ma boss, parce que c'est elle qui a mis en place tout ça. Moi, côté IHM, encore une fois, les design ops sur les projets que j'ai, c'est compliqué à mettre en place parce que les sujets sont vraiment hyper variés, très différents les uns des autres. Et donc, il faut s'adapter, c'est un peu du tailor-made à chaque fois. Selon le client, donc là, je passe le client externe. Parfois, on adapte nos interfaces à ses besoins. Selon le client interne aussi, le product owner, la roadmap qui nous est imposée. Les méthodos sont très différentes et c'est assez compliqué d'organiser ça avec une ops qui va cadrer les choses et mettre en place des pratiques qui sont un petit peu
j'allais dire trop rigides, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui seront en tout cas que tu puisses utiliser d'un projet sur l'autre, c'est assez difficile pour le moment. Ok, très clair. Peut-être pour se projeter un petit peu dans l'avenir, quels sont les signaux faibles ou forts que tu vois qui vont impacter ton métier, le métier de designer produit ou de product designer chez Schneider, et peut-être plus largement dans le domaine du design global. Qu'est-ce que tu sens venir, qu'est-ce qui t'inspire Ce que je sens venir, c'est la révolution énergétique. Et donc, il est évident qu'une boîte qui travaille dans l'électricité industrielle aura un rôle crucial à jouer. Et donc, c'est super intéressant d'être au cœur de la mêlée et apporter de la créativité dans ce genre de produit. C'est super intéressant. On a un top management qui nous appuie à fond. J'ai parlé d'Émilie Saran, mais c'est Frédéric Beuvry qui a mis en place le design industriel depuis plusieurs années maintenant. Comme tu le dis, il a mis en place une culture produit qui est... il a fait quelque chose d'énorme pour Schneider. Il a senti qu'il fallait que le digital prenne plus d'importance chez Schneider. Il a recruté Émilie. Et donc... là, on a mis en place une organisation, on continue de mettre en place une organisation qui va nous permettre d'opérer cette révolution digitale, ce changement de culture, en tout cas, révolution, le terme est un peu fort, changement de culture chez Schneider. Et voilà, ça va se faire à tous les étages. Le point négatif, c'est peut-être ce qu'on peut connaître dans les grands groupes, ou l'inertie d'un grand groupe, si tu veux, où il faut convaincre. Il faut que les personnes fassent ce changement culturel, et donc ça passe par beaucoup d'échanges, beaucoup de diplomatie, de conviction, de démonstration, beaucoup d'énergie de la part des managers comme moi pour expliquer à tous les niveaux quel est l'intérêt de notre métier et comment on peut accompagner dans l'amélioration de l'expérience des produits chez Schneider à travers du digital. Excellent. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce qu'on peut te contacter? S'il y a peut-être des questions, je ne sais pas. Ouais, avec plaisir. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Tu vois, on s'est croisés sur le salon, on a engagé la discussion tous les deux, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, je te remercie encore une fois. C'est moi qui te remercie. J'ai encore plein de choses à dire. Je pense qu'on pourrait encore discuter pendant des heures. Le sujet sur l'industrie électrique est passionnant. Le mot de la fin, n'hésitez pas à me contacter, je suis open à la discussion. Je pense que Schneider offre beaucoup d'opportunités aux designers. Souvent, c'est un milieu qui fait pas forcément rêver. Moi, la première fois que Émilie... Un peu peur, ouais. L'industrie, c'est pas super sexy. Tu vois, je travaillais sur les décodeurs. On avait des millions de clients qui utilisaient tous les jours. Là, c'est beaucoup plus opaque. On est dans des... Ouais, ça fait peut-être pas rêver, quoi, en tant que designer, mais pourtant, il y a des sujets super intéressants. Des sujets super intéressants partout. Donc, les chargeurs électriques, on travaille sur les chargeurs électriques aussi, je t'en ai pas parlé, mais on a des équipes qui travaillent là-dessus, et c'est vrai que aussi, là, on a du lien avec le B2C, comment rendre l'expérience fluide, beaucoup de sujets intéressants qui sont vraiment hyper motivants pour les gens du design. Et donc, je vous invite à nous rencontrer et parler avec nous. Ouais, trop chouette. Voilà, donc, amis designers, allez creuser les domaines industriels, et notamment une entreprise comme Schneider qui fait des choses. Et je pense qu'on a beaucoup discuté, très intéressantes et à fort impact et enjeu pour notre société. Tout à fait. Merci Arnaud encore pour cet échange. Merci à toi, Martin. Et pour ton temps. À bientôt. Cool. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet, et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!